Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Merci d'être avec nous, merci pour cette reprise. On parle emploi, vous savez, tous les mardis avec Philippe David et Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme Laverny. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. C'était comment cet été? Studieux? Complètement formidable. Rémi André se plaît à répéter le Sex Sun. C'est has-been complètement. Silence, solitude et voilà, en Creuse, ça suffit largement. Voilà. Le soleil. Bon, en tout cas, vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Ah, jingle, bam! Les vraies voix Sud Radio. Et au sommaire de cette émission, on va faire un bilan d'activité et des recrutements chez la Compagnie des Alpes et ses nombreuses filiales. À quelques jours de la rentrée, on jette un coup d'œil sur cette saison touristique passée sur des gros événements à venir avec la Coupe du Monde de rugby et les JO 2024. Et pour en parler, François Fassier sera avec nous, vice-président de la Compagnie des Alpes, en charge entre autres du parc Astérix, de Futuroscope, Walibi et plus encore. En tout cas, on fera un zoom sur cette année de tourisme en France. Le groupe Pierre et Vacances, acteur majeur de l'hébergement de tourisme, focus donc sur Pierre et Vacances. Comment ont-ils surmonté les défis recrutement en 2022? Arnaud Pelletier, leur DRH, nous dévoile tout sur les plans d'embauche et d'alternance à venir. Et puis la restauration, dans tout cela, on en est où? Prochain arrêt, c'est l'UMI, le cœur battant de notre hôtellerie et la restauration. On parle recrutement et grands événements avec Franck Delvaux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Big boss de la région Île-de-France, zoom dans les coulisses de ce secteur. Cap France, réseau de villages de vacances et hôtels clubs indépendants. Pour clore notre panorama, on se dirigera donc vers Cap France, l'étoile montante des villages vacances et hôtels clubs indépendants. Damien Duval, le directeur général, nous dévoilera leurs projets et perspectives de recrutement. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Laverny, c'est Vraies Voix de l'emploi justement sur cette rétrospective de ce qui s'est passé cet été. Olivia Grégoire, la ministre, a évoqué une saison plutôt bonne, des changements en tout cas chez nos amis touristes. Mais il s'agit bien effectivement d'inscrire cette édition de rentrée en écho donc à la saison touristique aussi de l'année dernière où si on se rappelle bien, on avait tiré pas mal de sonnets d'alarme du point de vue des recrutements, que ce soit des saisonniers ou des permanents. Et puis bien évidemment, bilan perspective, parce que si les questions d'une saison touristique n'est pas tout à fait achevée, il faut le rappeler quand même, on a encore des gens qui partent en vacances et qui vont y rester. C'est bien heureux. Voilà, il y a quand même la perspective d'événements qui, quoique sportifs, quoique événementiels, vont solliciter un grand nombre des acteurs réunis autour de la table, traditionnellement estampillés touristiques. Non, il va bien s'agir d'hébergement, de restauration. Donc avec cette épine dans le pied, notamment de l'emploi, des recrutements, de la formation, de l'orientation aussi, de la connaissance des métiers, pas toujours au rendez-vous, des difficultés avec lesquelles un certain nombre de candidats aujourd'hui n'ont plus du tout envie de se frotter, à juste ou titre ou pas, peu importe, mais en tout cas qui pour les employeurs constitue un enjeu également dans le cadre des recrutements. Bref, une émission bien évidemment passionnante, ce que Rémi André a complètement voilé par tout un tas d'annonces catastrophiques, cataclysmiques et comme d'habitude. Il est en forme. Il fera beau. Écoutez, la France championne du tourisme se prépare donc, comme on le disait, à accueillir de gros événements, la Coupe du Monde de rugby et les JO. La question, a-t-on surmonté les défis du recrutement de 2022 pour briller en 2023 ou au-delà même? On va en parler avec François Fassier de la Compagnie des Alpes et parler de ces parcs emblématiques, domaines de montagne qui, on va en tout cas, vous allez nous éclairer sur cette saison passée, enfin qui n'est pas tout à fait effacée puisqu'on est presque en septembre. Comment ça s'est passé? État des lieux de cet été. La saison s'est globalement bien passée. Oui. Si je regarde l'année complète, on fera une excellente année. Une saison, je dirais, plus mitigée, la haute saison, et très dépendante de l'impact météorologique. Certains de nos sites ont souffert d'une canicule assez longue et de messages plutôt incitant les gens à rester au frais chez eux. On a eu des pluies torrentielles, on a vécu une quinzaine de juillet hivernal. Donc tout cela, je dirais, sont des facteurs qui n'incitent pas nos visiteurs forcément à venir sur nos sites. On voit qu'il y a une forte appétence parce que le lendemain, quand il fait beau, on double nos prévisions de fréquentation. Donc ce n'est pas un sujet d'attractivité, c'est un sujet de contexte. Mais l'année sera excellente. En tout cas, on est bien parti pour. Et en matière de recrutement ? Alors l'année s'est mieux passée que l'année dernière. En revanche, ça a demandé plus d'efforts. On a beaucoup travaillé sur nos grilles de rémunération. On a anticipé les recrutements.
On a aussi pondéré ces recrutements, c'est-à-dire que pour un poste, on allait recruter 1,10 candidats, en imaginant qu'il y aurait de la perte en ligne. On a des abandons de poste, parce qu'on en parle beaucoup. Oui, des gens qui du jour ne viennent plus du jour au lendemain, ou des collaborateurs qui, après 2 ou 3 jours, n'ont pas les critères permettant de rester en poste dans nos entreprises, puisqu'on a aussi eu plus de difficultés à recruter des gens qualifiés, surtout dans les métiers de la restauration, dans les métiers techniques, ce qui nous a amené à recruter des gens moins qualifiés, alors qu'on a pu recruter et former, mais sur le lot, on a aussi malheureusement des gens qui n'ont pas répondu au profil de poste. Et puis, on l'a annoncé le mois dernier, on met en place un plan d'actionnariat global pour l'ensemble de nos salariés, avec là aussi l'enjeu de pouvoir faire revenir, fidéliser nos collaborateurs, qu'ils soient saisonniers ou qu'ils soient permanents, puisque aujourd'hui on a à peu près 50% de nos salariés qui reviennent d'une saison sur l'autre, et on souhaite vraiment augmenter ce mouvement. Avec Philippe, on veut bien être actionnaire, mais on ne peut pas travailler chez vous parce qu'on a un métier déjà. Voilà. Si jamais vous voulez dire. Si on nous offre des actions, on est partant. Avec Cécile, il n'y a aucun problème. Justement, François Fassier, on a souvent parlé des a priori qu'il y avait sur les métiers du tourisme. Est-ce que ça a un peu changé ? Alors ça change, et puis nous aussi, on est dans cette obligation de revoir la façon dont on travaille, dont on est organisé. Aujourd'hui, on a par exemple mis en avant de la semaine de 4 jours, de façon à éviter on a aussi des problèmes d'accessibilité sur nos sites. Un parc Astérix n'est par exemple accessible que par l'autoroute ou par des moyens de transport qu'on met à disposition. Si l'on veut rendre aussi le poste plus attractif, il faut aussi se mettre à la place de ces collaborateurs qui ont des difficultés à se rendre chez nous. Donc on essaye de limiter le nombre de jours travaillés, et ça s'organise plutôt assez bien. On passe beaucoup plus de temps à la formation de nos collaborateurs. Et je dirais, on leur donne aussi, c'est un point clé, de la visibilité, c'est-à-dire qu'avant la fin de la saison, on se projette déjà sur la saison d'après, de façon à signer un contrat de pré-embauche pour la saison. Essayer de capter au maximum nos salariés. Ouais, c'est ça. Jérôme Laverny, on voit que le recrutement évolue très rapidement quand même. Et avec les recrutements, les entreprises, c'est dire combien les informations qu'on voit planer ces derniers jours sur les difficultés de recrutement émanant notamment des pouvoirs publics, il ne s'agit pas ici émanant des pouvoirs publics, consistant à dire il faut que les entreprises fassent des efforts, notamment sur la rémunération, notamment sur les conditions aussi de travail. Force est de constater que les entreprises n'ont pas attendu quelques prérogatives que ce soit pour engager ces changements, toutes ces modifications qui permettent d'améliorer les conditions de travail, y compris en termes de temps de travail, dans les horaires, etc., etc. C'est donc bien que l'enjeu, il est ailleurs. Il est ailleurs, et on ferait bien de s'en préoccuper très rapidement, parce qu'encore une fois, les événements dont on a parlé vont décupler les besoins de recrutement, et moi je suis très inquiet, et que cette image, elle consiste non pas tant seulement à dire travailler dans le tourisme, c'est très chouette, les conditions, etc. Elle consiste aussi à inscrire un travail saisonnier, touristique, un travail quel qu'il soit, notamment de service, de façon plus longue et au long cours, dans le cadre d'une construction de carrière. Le métier du service a très mauvaise image, notamment chez les jeunes, parce qu'ils pensent que service, c'est être au service. On peut très bien l'inscrire dans une relation clientèle qui va, elle, permettre de pouvoir construire au long cours quelque chose qui peut-être sortira du champ de la restauration. C'est de ce genre de message-là dont on a besoin, pas de leçons de morale, parce que mon petit doigt me dit que personne n'est bien placé pour les donner. Ouais. François Fassier, ça veut dire qu'il faut fidéliser ses clients et fidéliser ses équipes. C'est ça. Mais c'est exactement la même chose. Enfin, globalement, on fait tous beaucoup d'efforts pour attirer nos clients et les faire venir en grand nombre. Il faut globalement faire les mêmes efforts pour faire venir nos salariés. C'est-à-dire que les canaux de communication qu'on négligeait pour nos collaborateurs, les réseaux sociaux, le marketing de l'offre, il faut qu'on les mette en place aussi. Il faut donner envie, on en parlait dans l'antichambre du studio. Aujourd'hui, il faut se rendre plus attractif que son compétiteur si l'on veut accueillir nos salariés. Se remettre en question tout le temps. Il faut se remettre en question, ouais. C'est ce qu'on fait avec Philippe David. Nous, ça ne fonctionne pas beaucoup. Mais dans un instant,
le groupe Pierre et Vacances, acteur majeur de l'hébergement de tourisme, parce que ça fait aussi forcément sens quand on entend ce que vous disiez, Monsieur Fassier. Tout le monde se remet un petit peu sur le champ de bataille en essayant d'améliorer les choses. Et eux, ils ont fait un travail aussi exceptionnel. On en parle dans un instant. Restez avec nous. 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu venir discuter avec nous, avec Jérôme Laverny, notre expert en emploi. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h. Jérôme Laverny, notre expert emploi, et je peux vous assurer qu'il travaille. Jérôme Laverny, c'est peut-être le seul qui travaille de cette émission d'ailleurs. Non mais c'est bien de le dire, c'est bien de le dire. En tout cas, on parle emploi dans cette émission tous les mardis soirs et on est ravis de le retrouver et de retrouver en tout cas des entreprises qui s'engagent dans le recrutement, dans le changement de société, de l'interne justement, de gérer cette nouvelle façon de gérer des clients, mais aussi de gérer son portefeuille d'équipe. Et on va en parler avec le groupe Pierre et Vacances, acteur majeur de l'hébergement du tourisme. Arnaud Pelletier est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH. Vous allez nous dire tout sur l'alternance, sur les embauches. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aujourd'hui en phase de recrutement encore massif par rapport à cette saison ? Alors, sur l'été, on a finalisé tous nos recrutements. À plus de 90, voire 95%, les postes étaient pourvus début juillet. D'accord. On a cette chance d'avoir certains atouts, je pense que d'autres n'ont pas. Au-delà d'avoir plus de 150 résidences en France, on a la possibilité, contrairement à d'autres, de pouvoir héberger nos saisonniers. Ouais. D'accord. Et notamment l'été, c'est un véritable atout, encore plus l'hiver, quand on est dans des stations de ski qui peuvent être éloignées en termes d'accessibilité aux moyens d'hébergement classiques. Et un choix géographique aussi peut-être, aussi, ce qui peut être intéressant. Exactement, ce qui nous permet pour des candidats qui viendraient des quatre coins de la France, eh bien de pouvoir trouver un poste à nos côtés pendant l'été. Si on parle de la saison estivale, c'est plus de 1200 saisonniers qu'on a finalement accueillis pendant 2 mois. Et ça constitue une vraie force pour nous et un véritable enjeu. Donc il nous a fallu penser, on va dire, différemment le process de recrutement, innover post-Covid. Donc on a notamment pour la 2e année communiqué, c'est une réalité pour nos salariés qui en bénéficient. Ils bénéficient concrètement de quoi ? Après l'effort, le réconfort. Et bien concrètement, on leur offre une semaine de vacances pour eux et le cas échéant une personne de leur choix ou en famille. En intersaison, ils peuvent venir gratuitement dans l'une de nos résidences et profiter finalement de cette expérience. Donc ça participe du plus et de la façon dont on a souhaité repenser un petit peu les choses il y a maintenant un peu plus d'1 an. Vous êtes un très gros groupe puisque vous avez outre Pierre et Vacances, Center Park, les marques Maeva et Adagio. Est-ce que les profils que vous recherchez sont les mêmes dans toutes les enseignes ou est-ce qu'il y a des petits distinguos ? Alors il y a des petits distinguos. Alors je ne parlerai pas au nom de mes collègues DRH des marques que vous avez citées au sein du groupe. Malgré tout, on a quand même un ADN commun, des valeurs communes au sein du groupe, et on va rechercher des personnes qui vont avoir une appétence pour justement la relation client, une forme d'aisance relationnelle, qu'il s'agisse pour certains, et ils sont près de 6 sur 10, à revenir plus ou moins d'une saison à l'autre, alors pouvant être été puis hiver, ou bien hiver et puis la saison d'hiver suivante, comme effectivement des personnes pour qui c'est le premier job et qu'on est ravis d'accueillir, ce qui a été le cas. Je pense notamment, j'ai eu la chance de pouvoir aller saluer nos équipes sur le terrain au moment du lancement de la saison estivale. Je pense notamment aux Arcs ou bien encore aux Ménuire et Méribel. Eh bien, on avait des étudiants pour qui c'était le premier job, donc un petit peu timide dans les premiers contacts, mais qu'on a su accompagner et pour qui c'est une véritable expérience professionnelle qui compte pour eux désormais. Et la formation dans tout ça, parce qu'il y a la formation sur l'expérience au quotidien, mais aussi une formation pour pouvoir évoluer aussi peut-être dans le groupe. Exactement, c'est exactement ça. Alors, vous voyez, j'étais en train de finaliser la communication en interne à destination de nos collaborateurs qui sont en saison à nos côtés et pour qui l'expérience professionnelle va s'achever dans quelques jours ou quelques semaines. L'idée, c'est de lancer au travers de ce que nous on appelle la PV pour Pierre et Vacances Academy, l'opportunité de poursuivre leur expérience à nos côtés. Parce que dans certains cas, c'est vrai que c'est une opportunité nouvelle pour eux, en devenant chef de réception à nos côtés, en devenant par exemple aussi gouvernant. Donc on va les former pendant plusieurs semaines. Donc là il y a un appel à candidature qui a été lancé, ils sont près d'une dizaine déjà à avoir répondu et l'idée c'est qu'on les accompagne dans cette démarche, donc une véritable action de formation en interne. Jérôme Laverny, oui, tout à fait. Arnaud Pelletier fait référence au métier de gouvernant. Je suis pas persuadé que ce soit un métier qui soit fondamentalement très connu. Donc on a encore dans ce secteur
eh bien, des métiers qui, évidemment, figurent à l'esprit de tout le monde, et puis des métiers qui méritent d'être connus, car ce sont des métiers très évolutifs, qui peuvent supposer une évolution verticale, c'est-à-dire au sein de votre propre groupe, mais aussi horizontale vers d'autres secteurs. Et ça, c'est malheureux, parce que, véritablement, ce serait très bien. Encore une fois, pas de leçon de morale à admonester aux employeurs en l'espèce. On voit vos efforts par rapport aux offres que vous faites de séjours gratuits. C'est donc bien dans l'image qu'il faut travailler, mais en travaillant cette image au long cours, peut-être en permettant aussi de comprendre à certains étudiants que travailler au sein de vos équipes, eh bien, c'est se frotter avec des secteurs peut-être très différents et aux antipodes de celui auquel ils se promettent par le biais de leurs études, mais justement voir des gens différents, voir des secteurs différents, et rappeler aussi que tous les métiers touristiques ne sont pas touristiques. Vous avez des chargés de communication, vous avez des RH, vous avez des contrôleurs de gestion, vous avez des logisticiens, et peut-être que pour nos alternants, puisqu'il est question d'alternance là, au mois de septembre, il serait précieux d'y songer pour aller y chercher des postes précisément en apprentissage. Ouais, la formation justement du service, on dit toujours que c'est une très très bonne formation, parce que quand vous avez fait du service, derrière vous savez faire beaucoup de choses, généralement. C'est exactement ça. Alors, au-delà de ce que j'évoquais, il y a aussi pour nos équipes permanentes, parce que ça aussi c'est un enjeu pour nous, il y a attirer de nouveaux talents, mais aussi capitaliser pour nos ressources actuelles. Donc nous, on a lancé un programme de formation qui s'appelle Manageons la réussite de nos équipes. Donc j'ai cette chance d'avoir 3 sessions finalement qui débutent là les 12 et 13 septembre prochains. J'aurai le plaisir d'accueillir nos managers opérationnels, nos directeurs de site, directeurs de zone. Vous l'avez cité aussi, nos managers qui travaillent sur différents métiers au niveau du siège. Donc l'idée, c'est aussi de leur donner toutes les compétences demain pour être en capacité de grandir à nos côtés, de former aussi et de transmettre leur savoir à nos futurs collaborateurs qui nous rejoindront. Donc c'est vraiment ça les enjeux. Juste aussi, c'est vrai que tout ceci, et ça passe par aussi, si on veut fidéliser nos collaborateurs et notamment les saisonniers, de penser les choses différemment. Donc nous, on a fait un test avec une solution digitale. On s'est dit, voyons comment on peut là aussi tester les choses, innover. Et on s'est aperçu qu'en fait, rien ne valait le contact humain. Rien ne vaut le petit appel qui va bien au bon moment. Comment se passe ta saison? Est-ce que tu veux continuer à nos côtés? Comment tu te projettes? En quoi, le cas échéant, nous, on peut t'accompagner dans ton projet? Ce qui nous a permis, je pense... Ce qu'on appelle avoir du sens, ce que tout le monde cherche aujourd'hui. C'est exactement ça. Donc j'en profite d'être là parce qu'on recherche justement un community manager RH, quelqu'un qui va venir renforcer nos équipes pour justement animer cette communauté, créer du lien, créer des supports. C'est quoi la fiche de poste, si on nous entend? Je l'ai prise avec moi, figurez-vous. Allez-y. Je vous espérais que vous puissiez me donner la parole. En fait, quelqu'un qui va créer, animer et faire vivre en interne la communauté des saisonniers, je le disais, attirer des candidats. Aurore, notre spécialiste, tu ne peux pas postuler, que les choses soient claires. Merci Aurore. Donc d'attirer des candidats pour les saisons été-hiver, répondre aux sollicitations des candidats sur nos réseaux sociaux, ou bien encore produire des contenus pertinents permettant d'engager la communauté, des articles, des témoignages, faire différents supports. Faut être malin. Oui, voilà. Autant dire un poste passionnant. Oui, quand même, c'est génial. C'est vrai. Et la rémunération, c'est combien? Entre quoi et quoi? Non, concrètement, si on est sur une gratification... Non, mais c'est important, vous avez raison. Alors, on est plus que ce que la loi prévoit, puisque si on est sur une gratification de stage, vous savez que la loi prévoit en gros 4 € de l'heure, vous faites 151 heures en assistant. Nous, on est sur une rémunération à 1 200 € si c'est un stage. Je parle d'une rémunération, la gratification mensuelle. Si on est sur une alternance, eh bien, ça va dépendre, vous l'aurez compris, du diplôme préparé, de l'âge de l'alternant, enfin voilà. Parce que là, l'idée, c'est 1 200 € pour un stage, c'est vachement bien. C'est bien. Est-ce que quelque part, c'est un mot anglais que j'aime pas trop, mais est-ce que quelque part, c'est pas l'archétype du care, ce qu'on appelle le care, ce que vous faites là, c'est-à-dire le soin des salariés? C'est ça, et ça rejoint ce que disait François Fassier il y a quelques minutes pour la Compagnie des Alpes. Il y a aujourd'hui cette nécessité, pour ne pas dire cette obligation, de prendre soin. C'est vraiment ça. Et ça passe par ce type de démarche. Et on parle de beaucoup de problèmes de communication en lien avec l'emploi. Il y a une petite hésitation du point de vue de la rémunération. Est-ce que c'est problématique en tant que RH de parler salaire en France?
Non, parce que, alors, c'est pas un problème en tant que tel. Il y a peu d'offres qui les font figurer. Je comprends. Si ce n'est que vous voyez, si on était sur un emploi permanent, il faut prendre en compte d'autres éléments. C'est-à-dire concrètement, on a un 13e mois, on va bénéficier d'une mutuelle de groupe obligatoire avec quand même une couverture en termes de frais de santé non négligeable. De l'hébergement parfois. De l'hébergement, vous l'avez cité. Voilà, il peut y avoir d'autres avantages. Donc c'est pas que je sois réticent à le faire, c'est que dans le coup, ça peut être perçu comme étant peut-être pas significatif pour vos auditeurs et pour autant, malgré tout, être attractif. C'est là où je suis un petit peu embarrassé par rapport à ce type de questions. Vous avez raison de rappeler les avantages nombreux qui viennent en plus, mais je parlais plus d'une manière générale en termes de ressources humaines. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication du point de vue des rémunérations, là pour le coup venant des entreprises, et peut-être un manque de clarté dans cette perspective-là? Pas vous en particulier, mais de manière générale en France. Alors c'est difficile de répondre au nom de tous les professionnels des ressources humaines. Après moi ce que je peux vous dire, que ce qu'il s'agisse de Center Parcs ou de Pierre et Vacances, puisque j'ai évolué au sein de ces deux marques au sein du groupe, on communique ouvertement sur nos niveaux de rémunération. Il suffit d'aller sur Indeed, enfin voilà, vous verrez, on communique sur nos fourchettes de rémunération. Je vais vous aider parce que ça va être la pub, ça va vous sauver la vie. Dans un instant, la restauration dans tout cela. Et on partira en Ile-de-France avec l'UMI, vous savez, c'est l'hôtellerie, la restauration, des gens formidables que nous, on soutient depuis longtemps. Ça a été compliqué ces derniers mois. Et on fera un petit point dans un instant. À tout de suite. Et on va vous donner l'occasion, en tout cas, peut-être, de rentrer dans des groupes assez extraordinaires, qu'on aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on les a reçus, mais en tout cas, la Compagnie des Alpes, par exemple, on en a parlé il y a quelques instants, en charge du parc Astérix, Futuroscope, Walibi, par exemple. On a aussi Pierre et Vacances. Vous avez certainement à un moment donné pris une chambre, ou en tout cas ou un appartement chez Pierre et Vacances. Et puis vous êtes certainement allé dans un restaurant, dans un hôtel en Ile-de-France, parce que oui, en Ile-de-France, on peut aussi partir en vacances. C'est l'UMI. Et avec nous pour en parler, Franck Delvaux est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que les vacances, ça se passe ailleurs, mais ça se passe aussi en Ile-de-France, avec une hôtellerie et en tout cas une restauration qui a beaucoup souffert ces dernières années, si je puis dire, depuis le Covid. Et là, ça redémarre aujourd'hui, si on peut faire un bilan de cette année qui est presque la plus normale depuis quelques temps. Oui, tout à fait. Il faut se souvenir que l'année 2019 a été l'année record, puisqu'il y avait eu plus de 50 millions de touristes à Paris-Île-de-France. 44 millions en 2022. Oui. Et cette année, on devrait revenir avec la Coupe du Monde de rugby, qui va être un événement exceptionnel. On devrait revenir vers les 50 millions de touristes à Paris-Île-de-France. On a eu la chance d'avoir beaucoup de touristes à Paris cet été. Oui. Beaucoup de Nord-Américains, Canadiens, États-Unis qui ont un taux de change très intéressant, mais aussi Amérique du Sud. Beaucoup aussi d'Européens qui avaient remis leur séjour suite au Covid et qui ont concrétisé leur séjour. Les Espagnols étaient en nombre, mais aussi le retour des Asiatiques et notamment des Chinois. Alors ça démarre doucement, mais ça revient. On note, mais ça revient. Et on sait que chez les Chinois, dans ceux qui voyagent, ils ont 40% ont une appétence pour venir visiter Paris. Vous avez parlé de la Coupe du Monde de rugby. Ce sera bien sûr sur Sud Radio. Ça commence dans 10 jours exactement. Faut le souligner. Faut le souligner. Et puis allez, les Bleus, c'est fait. Est-ce que certains disent qu'il y a encore des difficultés de recrutement, notamment pour faire face à l'afflux de supporters des différents pays engagés lors de la Coupe du Monde. C'est vrai, ou est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Alors, vous savez, le recrutement à Paris-Île-de-France, alors nous, on n'embauche pas de saisonniers sur Paris. On a moins de problèmes de logement, puisqu'on a eu la chance d'avoir beaucoup d'étudiants à Paris, et beaucoup d'étudiants travaillent dans nos affaires. Mais avant de venir, je regardais la une du journal de notre profession, qui s'appelle l'hôtellerie, la une d'il y a 20 ans. Eh ben, la une d'il y a 20 ans, avant la saison, c'était quoi? C'était « Oh là là, c'est la fin, on n'a plus personne pour travailler en hôtellerie-restauration, il n'y a pas de saisonnier, comment on va faire ?» C'était il y a 20 ans. Oui. Bon, ouais, donc on se plaint, mais... Est-ce qu'il faut une qualité de service très très up quand vous parlez de tous ces clients qui arrivent de l'étranger, qui ont des moyens et qui demandent en retour d'avoir une qualité de service? Est-ce que ça change? C'est particulier en Ile-de-France? Alors, nous, dans nos métiers, il y a quelque part le savoir-être, c'est ce qu'on recherche. Et après, le savoir-faire. Le savoir-faire, on l'a toujours appris à nos équipes et on continuera. On le faisait il y a 20 ans et on continuera sûrement à le faire d'autres dans 20 ans. Donc c'est ça qui est important. Si on a quelqu'un qui a le savoir-être, eh bien le savoir-faire, on sait l'apprendre. Et puis je voulais souligner, tout à l'heure vous avez dit quelque chose de très important, mais on ne le dit pas assez dans nos métiers. C'est l'échelle sociale. Oui.
Oui. Il faut rappeler que dans nos métiers, beaucoup ont commencé en salle, commis de salle, et puis chef de rang, et puis aujourd'hui sont directeurs d'une brasserie ou maître d'hôtel dans un établissement gastronomique. En hôtellerie, c'est pareil. En cuisine, c'est pareil. Beaucoup ont commencé commis de cuisine. Aujourd'hui, ils sont chefs de cuisine. C'est important de le dire à vos auditeurs. Attention, dans notre métier, on peut progresser. Si on a envie, on va progresser. Et l'échelle sociale fonctionne en hôtellerie-restauration. Jérôme Laverny et Arnaud Pelletier voudra dire un mot, a priori. Puisqu'il a été question du Covid, le Covid a permis de s'apercevoir qu'on ne produisait plus de l'aspirine en France, qu'on ne savait pas produire des masques. Et pour autant, il faut rappeler ce soir que la France est la première destination touristique. Et donc l'enjeu est relativement majeur. Pour autant, moi, je profite là de l'occasion pour pousser un petit coup de gueule, et notamment sur la restauration, puisqu'il est question aussi d'inscrire l'émission d'aujourd'hui dans la perspective de ces grands événements qui se profilent dans 10 jours ou l'année prochaine, ou encore une fois, énième coup de gueule sur ce site emploi2024.org qui a été mis en place pour accompagner les recrutements. On parle de recrutement ce soir, dans le cadre des JO notamment, où lorsque l'on consulte la première annonce serveur sur le site, on s'aperçoit qu'il est question d'un restaurant frontalier de l'Allemagne, où je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'épreuves. C'est du grand n'importe quoi, c'est du vent, c'est complètement dingue que ce premier secteur, enfin un des secteurs les plus importants de l'économie française, ne soit pas accompagné au diapason de ce qu'il mérite et du volume des recrutements, parce qu'encore une fois, insistons, et pour nos auditeurs, c'est très précieux de faire un passage en restauration, en hôtellerie, parce que ça laisse présager d'une belle carrière parfois derrière. François Falsier voulait réagir de la Compagnie des Alpes. En effet, je voulais rebondir. Rebondir sur les propos précédents. Quand on voit aujourd'hui de comment sont composées nos organisations et comment aujourd'hui est constitué le management de nos entreprises, on va dire que 80% des gens qui aujourd'hui composent les directions de nos entreprises sont des gens qui ont démarré à un moment ou à un autre en tant qu'opérateurs, commis de cuisine, et qui ont au fil des ans acquis des compétences, et ce sont des compétences qu'on acquiert sur le terrain. Diriger une entité opérationnelle, manager des équipes d'accueil, gérer des installations comme des attractions, on ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend sur le terrain. Et 80% de nos chaînes managériales sont issues du terrain. Ce sont des gens qui ont commencé comme saisonniers. Donc, oui, c'est important de le rappeler. Précisément, on parle de problèmes de recrutement, mais est-ce que tous les quatre, vous avez beaucoup de collaborateurs qui, précisément, restent 20-30 ans au sein de vos équipes? Sur les salariés permanents, aujourd'hui, on a très peu de turnover. Très peu. Les gens restent, et ce sont des métiers passion. Là aussi, il faut le rappeler, quand on rentre dans ces métiers, on est passionné. Et du coup, on a assez peu de turnover. Je rejoins ce que dit François, juste si vous me permettez, parce qu'effectivement, il y a un véritable attachement. Quelquefois, c'est même au-delà même. Peut-être pour vous de la Compagnie des Alpes, ça va être peut-être sur un site et peut-être le parc Astérix, comme nous, ça va être sur une résidence. J'ai eu cette chance d'aller, dans le cadre de ma prise de fonction il y a quelques mois, saluer les équipes aux Antilles, où nous sommes aussi implantés. Les résidences sur place ont ouvert en 98. Et bien, on a des salariés qui, depuis 25 ans, sont attachés à leur résidence. Mais on sent que c'est vraiment... Et quand ils vous parlent de Pierre et Vacances, mais ils vont vous parler effectivement de la Guadeloupe ou de la Martinique, où quelque part, ils ont grandi à nos côtés. Et c'est très fort, mais vraiment très fort. Ce qui est rarissime dans beaucoup de secteurs professionnels, c'est très difficile de recruter, c'est très difficile de garder aujourd'hui. Donc, très bonne info pour nos auditeurs. Il y a peut-être la piste là, d'un secteur où il fait bon travailler. Franck Delvaux, vous, dans votre secteur, l'UMI, l'hôtellerie et la restauration, c'est aussi l'objet d'énormément de reconversions, ce qui est un petit peu moins le cas peut-être chez les autres, mais chez vous, c'est énorme de se dire on avait un truc, on décide de monter un restaurant, on décide de prendre un hôtel, ou ça fonctionne très bien chez vous. Oui, et je voulais aussi, avant de vous répondre, on a parlé tout à l'heure des salaires. Oui. C'est aussi quand même important de savoir qu'en 2022, la grille de rémunération a été revue à hauteur d'à peu près plus 16% en moyenne. Ah oui. Et que récemment, puisqu'on en a été rattrapé au niveau 1, échelon 1 par le SMIC,
il y a eu de nouveau une augmentation d'en moyenne environ 5%. Parce qu'on n'a pas fait toutes les branches. Donc aujourd'hui, il ne faut pas non plus, souvent on dit en restauration on est payé en dessous du SMIC. C'est complètement faux. Il faut enlever cette idée-là. Et aujourd'hui, les rémunérations ont été revues. Alors, pour vous répondre, oui, effectivement, on a aussi beaucoup de reconversions, de cadres qui quittent des sociétés et qui disent, tiens, je vais demain ouvrir un restaurant ou je vais aller dans l'hôtellerie. Je rappelle que sur Paris-Île-de-France, il y a 150 000 chambres d'hôtel disponibles pour accueillir les touristes pendant la Coupe du Monde de rugby, pendant les JO. Et c'est certainement mieux d'aller dans un hôtel que dans un Airbnb. Franck Delvaux, c'était le petit coup de canif au passage. On va parler justement de cette Coupe du Monde de rugby. Paris, l'Île-de-France, je crois que c'est la première région touristique de France. Est-ce que ça a permis les nouvelles... Est-ce que Paris s'est remis au niveau, était au niveau ou pas, avec les nouvelles infrastructures qui arrivent? Et est-ce que c'est positif pour vous, les hôteliers-restaurateurs, pour attirer encore plus de touristes étrangers? Alors, je rappelle quand même que depuis le Covid, et même avant le Covid, à Paris, on a vécu quand même beaucoup de choses. Les gilets jaunes. Oui. Les grèves SNCF pour le changement de régime. Ensuite, on a eu le Covid. Les émeutes. Les émeutes, la guerre en Ukraine. Bon... Et pourtant, vous êtes toujours debout. Hein, et vous voyez qu'on est un métier résilient parce qu'on est toujours debout, on est toujours là. Pour pas paraphraser un touriste étranger qui était interrogé récemment, il a dit « Ouais, mais en fait, c'est Paris reste la plus belle ville du monde. » Donc, je veux dire, effectivement, ces événements comme la Coupe du Monde, les JO, vont renforcer l'attractivité de Paris. Les travaux pour les infrastructures ne peuvent qu'améliorer Paris. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'on va, en 2023, revenir au niveau de 2019 et en 2024, battre le record de 2019 en termes de touristes à Paris-Île-de-France. Mais en matière de recrutement, aujourd'hui, ça recrute quand même très fort. Même si les hôtels et les restaurants ont leurs équipes, j'imagine qu'il va falloir faire fonctionner la machine un peu plus rapidement et plus forte que d'habitude. À Paris-Île-de-France, il y a plus de 200 000 personnes qui travaillent en hôtellerie et restauration, dans les cafés, les bars, les restaurants. Plus de 200 000. Aujourd'hui, oui, on continue, on recrute en permanence. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que la dernière étude, je crois que c'était de la Driette, la restauration, l'hôtellerie-restauration est le secteur où il y a finalement la plus grande baisse de tension en matière de recrutement. Ah oui. Pourquoi? Alors qu'on disait toujours que c'était des métiers en tension à 90%. Oui. Alors, on est toujours... mais si vous voulez, le pourcentage de baisse de tension... voilà. Bon, ça c'est quand même important. Pourquoi? 2 raisons. Il y a quand même aussi, il faut le souligner, des faillites dans nos secteurs. Parce que notamment les factures énergétiques, les matières premières, etc. Et puis deuxièmement, beaucoup qui avaient quitté la restauration après le Covid, peut-être pour partir dans des métiers auto-entrepreneurs, dans certains métiers, conseil, immobilier, etc. On voit bien que là, il y a une certaine crise. Et il y a un retour quand même, parce que dans nos métiers, on embauche. Un deuxième petit coup de gueule tout de même, c'est un secteur où la maîtrise de l'anglais pose problème. Et il s'agirait enfin que, là encore une fois, on se pose le problème de la méthodologie de l'enseignement de l'anglais, parce que, évidemment, on s'apprête là à recevoir des clients venant du monde entier, et c'est un petit peu problématique. Oui, vous faites des formations en langue pour les salariés ? On fait avec Pôle emploi, oui, tout à fait. On fait des formations sur le savoir-être, justement. Et il y a aussi des formations. Et il y a un guide qui vient d'être établi à l'attention de tous les hôtels et restaurants, cafés, bars de Paris, avec quelques mots d'anglais très simples pour pouvoir accueillir les touristes. Taylor is rich. Ça peut servir. Voilà. Une autre question, vous représentez l'UMI pour l'Île-de-France. Vous êtes plutôt content de la reprise. Vos collègues des autres régions françaises, ils sont aussi optimistes et souriants que vous ? Alors, il y a eu quand même la météo, puisque la météo, on l'a dit tout à l'heure, a beaucoup joué cet été. D'ailleurs, à Paris, quand même, pour les restaurants, on souffert en début juillet. C'était pas un temps à aller en terrasse. Donc, ça a quand même pas mal souffert. Alors après, effectivement, le recrutement dans les autres régions, quand il me parle, c'est le recrutement des saisonniers. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le logement des saisonniers. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que si on n'arrive pas à loger un saisonnier, il vient pas travailler. Vous restez avec nous dans un instant. On se dirigera vers l'étoile montante des villages de vacances et hôtels club indépendant. Ça s'appelle Cap France et son directeur général est avec nous, Damien Duval. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Nous, on fait bouger la France, c'est vrai, en tout cas avec Jérôme Laverny. J'ai assez peu de modestie là-dessus, mais je sais que ça fait, en tout cas, on en parle avec Philippe David tous les mardis dans les vraies voix de l'emploi avec nos acteurs aujourd'hui, nos acteurs du plaisir, de la joie, du bonheur. On vous reçoit, c'est vraiment les acteurs de l'accueil. Cap France est avec nous, réseau de villages de vacances et hôtels clubs indépendants. Damien Duval, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général avec vous aussi énormément de perspectives de développement et de recrutement à venir si j'imagine cette saison s'est plutôt bien passée. Parlons d'abord de cette saison avant de parler d'avenir. Comment ça s'est passé ? Alors, je suis toujours mitigé quand il faut faire un bilan de saison le 29 août, sachant que l'été ne se réduit pas juste à juillet-août, mais on commence en mai et on finit mi-octobre. D'accord. Pour du moins hors activité montagne, en bi-saison. Est-ce qu'au moins c'est un bon trend ? Est-ce qu'on est vraiment sur C'est un bon trend, on va dire sur le printemps. Sur le printemps, je pense qu'au mois de mai, avec 2 jours de congé, on arrivait quasiment à faire une semaine de vacances. Ça a été un très bon mois de mai. Un retard à l'allumage sur les dernières minutes, ce qui fait que juillet n'a pas été forcément au rendez-vous, ça on se le cache pas. Et un mois d'août qui rattrape en partie le mois de juillet. Septembre, qui est considéré toujours comme l'été indien, l'été des seniors, va être un très bon mois de septembre qui va se poursuivre sur le mois d'octobre. Donc une année qui devrait être bonne, mais on ne retrouvera pas, du moins pour une activité de village vacances, l'année 2019 qui est une année de référence comme on l'a évoqué tout à l'heure. Cap France, on vous trouve où ? Alors Cap France, c'est une jeune marque qui va fêter ses 75 ans l'année prochaine. C'est 80 villages vacances et hôtels clubs uniquement en France, avec un modèle assez unique qui est on n'a pas d'actionnaire. Donc ce sont vraiment des indépendants et notre objectif, c'est la promotion d'une activité et d'un séjour en France, pour la destination France. Donc des destinations que vous connaissez sur le littoral, mais aussi sur la fameuse diagonale du vide touristique, comme le disait Madame la Ministre ce matin. C'est quoi la diagonale du vide touristique pour nos auditeurs ? C'est la Creuse, c'est aussi. Vous l'avez choqué. Non, c'est tout ce qui est sur la diagonale sud-ouest jusqu'au nord-est. Dans l'imaginaire collectif, partir en vacances, ça va être la côte, la mer, et on voit bien que la tendance est en train de changer, du moins cette année. C'est bientôt la période des recrutements. Comment ça se passe là pour les apprentis, etc. Alors, c'est effectivement, quand on commence une saison d'été au mois de mai, forcément, on garde nos équipes jusqu'à fin septembre. Là, on va relancer très prochainement les recrutements hiver. Mais je rebondis un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur il y a 20 ans, effectivement, on avait les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Il y a quand même le avant-Covid et le après-Covid. Il y a le avant-Covid où, limite 1 mois et demi avant le début de la saison, on bloque toutes nos équipes, c'est bon, on peut lancer l'activité. Il y a l'après-Covid où, 3 semaines avant le lancement, on est en train de chercher un cuisinier, un chef, un second, un animateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ces 3 dernières années, je trouve qu'on a été dans une logique opérateur de recruter des bras. Le Covid a eu un impact. Des bras. Parce que le Covid a eu un impact très important. C'est on a été considéré comme secteur non essentiel. On a été fermé. Bien sûr. Donc là où des saisonniers, des jeunes, des étudiants venaient chez nous pour travailler avec la certitude que de toute façon c'était les vacances, du jour au lendemain on leur a dit non, ça peut fermer, et ça a eu un impact. Donc là, tout le travail qui est engagé là, c'est non plus de recruter des bras, mais des savoir-faire et de les accompagner, notamment au niveau de l'apprentissage. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Alors justement, et on en parle tout de suite, parce que je soulignais tout à l'heure les efforts que n'attendent pas de faire les entreprises pour qu'on leur donne des prérogatives ou qu'on leur admoneste des leçons de morale. Pour le coup, Cap France, avec l'INFA, a engagé une initiative qui est juste génialissime, permettant à des saisonniers de ne plus être tout à fait que des saisonniers, mais inscrivant leur parcours dans un parcours de formation et notamment d'apprentissage. Et ça, c'est juste génial.
Un village école qu'on a lancé avec l'INFA et la Fédération française des employeurs du tourisme et des vacances il y a 2 ans. Le principe, c'est de dire on ne limite pas ça que à Cap France, parce que le tourisme est une filière qui est majeure en France, mais il faut savoir aussi s'échanger les expériences entre les uns et les autres, du moins en tant qu'employeur. Et donc chaque année, c'est quasiment une centaine d'apprentis que l'on prend en village école. C'est pas en plateau technique, c'est directement dans un village. Tous les métiers, puisqu'on a la chance nous d'avoir, comme certains autour de la table, plus de 6-7 métiers qui sont réunis au sein d'un même établissement. On les prend. Être quoi, par exemple 3 mois. Tous les métiers de la salle, de la restauration classique. Vous avez les animateurs, vous avez les réceptionnistes, vous avez des commerciaux, vous avez on en parlait, des community managers, tout ce qui est électricité, etc. L'entretien, etc. Et en plus, ce sont des emplois qu'on prend qu'on fidélise. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des CDI, on n'est pas que sur du travail de saisonnier. Et donc ils viennent en village pendant 3 mois. Ils apprennent le métier. Après, ils partent toute la saison en village chez leur employeur et ils reviennent 3 mois finir leur formation qui est en plus qualifiante. La seule chose pour la question d'après-Covid, et on n'en a pas parlé, c'est tout ce qui est notre responsabilité sociale et environnementale. En tant qu'employeur, aujourd'hui, les jeunes, les futurs collaborateurs recherchent un engagement. J'avais vu une étude qui montrait que plus de 60% des jeunes qui sortent d'école souhaitent aller travailler dans une entreprise qui ne prône pas que, mais l'applique, des valeurs de l'économie sociale, solidaire et environnementale. Et ça, c'est tout le travail qu'on doit faire. Il y a eu énormément de tourist bashing ces derniers mois. Ça a eu un impact aussi sur notre activité, je le pense. Et alors qu'on est une filière qui est la plus engagée en termes de changement sur le plan climatique, sur le plan énergétique, sur le plan environnemental, social, etc. Donc, venez travailler chez nous. Ça au moins c'est cash. Est-ce qu'il y a une évolution sur les goûts des Français pour les vacances en village de vacances? La montagne, ça les gagne, ou c'est plutôt toujours la mer ou la campagne? Il y a eu des changements de comportement? Il y a des changements de comportement et qui se retrouvent dans l'ensemble des opérateurs. On recherche du sens, de l'authenticité, une expérience. Là, cette année, c'est vraiment l'année de reprise post-Covid pour moi. Il n'y avait pas de restrictions, contrairement aux autres années. Ceux qui partaient en avion à l'étranger sont repartis en avion à l'étranger. Et puis, finalement, on retrouve notre clientèle un peu classique, sachant que je rappelle que 40% des Français ne sont pas partis en vacances. Donc quand on dit 88% des Français sont restés en France, c'est 88% des 60% qui restent. La logique, c'est de dire de l'authenticité, un lieu unique, de l'expérience, et pas forcément juste partir sur la côte. Et ça se retrouve. La montagne, effectivement, ça nous gagne, parce que on l'a vu cet été qu'il y a eu, malgré effectivement quelques questions climatiques, mais c'est pas ça qui du moins freine les réservations de première minute du moins. Et toute la partie tourisme rural, on avait déjà abordé cette question du tourisme fluvial qui aujourd'hui est très plébiscité par les Français. Même chose chez Pierre et Vacances ou chez la Compagnie des Alpes? Oui, sur les goûts des Français? Alors, en tout cas, nous, on a cette chance d'avoir des implantations multiples, je l'ai dit, et notamment dans des grands massifs. Et pour avoir, je le disais là aussi tout à l'heure, eu la chance d'aller rencontrer nos équipes, je confirme que nos clients étaient là, avec le sourire, en famille. Il y avait vraiment cette appétence, cette envie, de retourner à des choses simples, quelquefois aussi, ne serait-ce que ces moments de partage, les uns et les autres, entre amis, en famille. Donc oui, il y a effectivement cette envie, il y a ce besoin, vraiment. Et ça implique sur l'emploi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui recruter ceux qui font la qualité du produit et le contenu du produit que vous allez proposer, surtout en hôtel club. D'où le fait qu'il faut pouvoir, certes fidéliser, mais former nos équipes, parce que ce sont nos équipes qui créent le produit et qui sont au quotidien. Nous, on est juste créateurs de vacances et de souvenirs. On n'est pas dans le business, on va dire, on n'est pas dans tout ce qui est achat immobilier et autres. On va plutôt être sur une logique de vacances et l'emploi va être au cœur demain. Et je pense qu'il faut pas se dire tiens on est revenu à avant en termes de recrutement. Il y a tout un défi qui nous attend. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci François Fassier, vice-président de la Compagnie des Alpes. Merci Arnaud Pelletier, DRH du groupe Pierre et Vacances. Merci Franck Delvaux, président de l'UMI, région Île-de-France. Et merci beaucoup Damien Duval, directeur général de Cap France. Merci Jérôme Laverny d'avoir été avec nous pour cette rentrée des classes. Vous étiez bien beau et bien intelligent aujourd'hui. Bien bronzé. Bien bronzé. Je le tiendrai pour la peine. Je vous propose la semaine prochaine. On vous note dans l'agenda.
agenda. Merci à nos équipes formidables. Merci Benoît, merci beaucoup Aurore, merci Ottilie, merci beaucoup Aude, et merci à vous de nous faire confiance tous les jours de 17h à 20h. Merci Philippe David. Merci Cécile. On se retrouve demain à 17h. Avec grand bonheur. Je le note dans mon agenda aussi, on sait jamais. Je peux oublier. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. Oui, la rediff de Jean-Jacques Bourdin en direct sur Sud Radio, et demain dès 5h, Benjamin Glaise et l'après-matinale. Passez une belle soirée, salut.